que quelqu'un peut me donner le point commun entre ces trois entités, s'il vous plaît? Enfin, 3 voire 4 si on prend l'ICOS. Une petite idée ou pas? Saint-Valentin, ils sont dans Google. C'est tout? Comment? Ok. Ouais. Ça, c'est les moteurs de recherche qu'on a vus. D'accord? Ça, c'est ce qui est arrivé à Interflora grâce à Google. Donc là, vous connaissez le site Interflora. Je vous laisse imaginer un petit peu le volume de pages et de chiffre d'affaires que ça a pu impacter. Et puis ça, c'est M. Dupont qui peut se retrouver sur le net. Le pourquoi du comment, je vois que certains se reconnaissent sur la photo. Le pourquoi du comment, c'est que toutes ces entités, parce que ce n'était pas que des personnes, ont fait confiance à un moment donné à Google. D'accord? C'est à moitié vrai, on va dire, pour les moteurs qui étaient cités avant, AltaVista, Lycos, etc. Sauf que eux étaient très présents, voire, on va dire, majoritaires avant que Google arrive. Google est arrivé, un coup de balai, ils ont dit quasiment complètement dégagé. Interflora, là, pour la petite histoire, ils se sont fait épingler. Alors c'était l'Interflora en Angleterre, pas chez nous. Ils se sont fait épingler pour achat de liens, si ma mémoire est bonne. Et Google a décidé, comme il aime bien le faire, de me faire un petit exemple à la grande communauté SEO et de complètement flinguer leur site. Donc ils ont pris une pénalité, ils ont complètement dégagé des SERP pendant un bon bout de temps, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. La grosse chance d'Interflora, c'est que c'était Interflora, c'est-à-dire que moi j'aurais pris la pénalité, je pouvais toujours me gratter pour revenir comme eux, quoi. Alors que là, c'était Interflora, entre guillemets, on leur a mis une petite claque derrière la tête, vous voyez, c'est pas bien, ils ont fait ça, hop, ça a duré 1 semaine et demie, je crois, et ensuite ils les ont réintégrés. Et puis Monsieur Dupont, ben voilà, Google indexe tout et n'importe quoi, donc quand vous faites des soirées avec les amis, évitez de mettre des photos comme ça, parce que le nombre on va dire, d'entreprises qui maintenant, on reçoit un candidat qui postule, un petit coup dans Google ou sur les réseaux sociaux pour prendre une décision, c'est pas que des on-dit, ça se passe réellement comme ça. Donc, on a des raisons de pouvoir en avoir peur. On en a parlé tout à l'heure, je ne sais plus qui, mais Google domine encore vraiment le monde. Ça, c'est des chiffres qui sont parus fin janvier là, sur les statistiques de Google pour 2014, si j'ai bonne mémoire. Donc, on voit encore que la part de marché dans Google, dans le monde, on est à 90%, 93% en Europe et encore 95% en France. Donc tout à l'heure, on me demandait pourquoi vous parlez tout le temps de Google, parce qu'il y a 80% du potentiel de clients et donc de chiffre d'affaires qui passe par lui. Moi, perso, j'ai pas envie de m'en priver, quoi. On a aussi des chiffres qui sont juste un petit peu hallucinants sur les requêtes que sont faites sur Google. 30 milliards, 2 milliards de pages sont indexées par Google, 20 milliards de sites sont visités, crawlés par Google chaque jour. 3,3 milliards de requêtes sont effectuées chaque jour, donc c'est en gros 100 milliards par mois. Et il y a 15% de ces requêtes qui sont de nouvelles requêtes, c'est-à-dire 500 millions par jour. Des choses qui n'avaient jamais été recherchées avant sur Google et qui le deviennent. Donc des nouveautés, des choses qui sortent, etc. Peut-être que certains ont entendu parler de cette fameuse technique qui, entre guillemets, c'est Google s'amuse à faire peur, à mettre de l'incertitude et du doute chez tous ceux qui utilisent et qui pratiquent ces services. Parce que ça l'arrange. Il suffit de voir quand Matt Cutts faisait une annonce sur Google que, par exemple, un nouveau pingouin se préparait pour le mois prochain. Vous étiez tranquille. Pendant un mois, la communauté SEO, il y avait des articles qui fleurissaient partout. Tout le monde en parlait sur Twitter. Qu'est-ce qui va se passer? Oui, mais moi, etc. Donc Google a vraiment, vraiment aimé jouer avec ce genre de choses. Donc on peut légitimement se poser la question, je pense. Est-ce qu'on doit avoir peur de lui? Alors c'est là où il va y avoir un petit souci, Harley, c'est ça? Non, il faut que je sorte. J'avais, entre guillemets... Faut que je fasse un doublage alors? Comme tu veux. Non, on va laisser, il se débrouille, au pire ça fera l'objet d'une question, éventuellement. Voilà. J'avais une illustration, je vous la remets. Personne ne la connaît, on est d'accord? Voilà. En gros, tout le monde aurait envie de casser la figure un jour ou l'autre à Google, mais est-ce qu'on peut le faire? Voilà, une grande question.
On va revenir là. Pardon. Donc les trois types de user personas qu'on pourrait faire pour Google. Je me suis permis de faire. Le consommateur. Ce que j'appelle le consommateur, on va dire, c'est le citoyen lambda qui va faire sa petite recherche sur Google pour savoir où est-ce qu'il va aller manger le week-end prochain, où est-ce qu'il va emmener sa femme à la Saint-Valentin, ou quoi lui offrir pour ce week-end. L'utilisateur, ça va être plus des gens comme vous et moi, c'est-à-dire ceux qui vont réellement profiter de Google. Donc profiter, ça peut être, vous êtes propriétaire d'un site web, vous allez profiter de Google pour avoir de la visibilité chez lui, et forcément vous en tirez les bénéfices derrière. Ça peut être voilà, les consultants SEO, ça peut être tous ceux qui utilisent, entre guillemets, au sens, on va dire, premier du terme, les services de Google, et les concurrents, notamment éventuellement Voilà, qui l'était avant, le moteur de recherche. Les concurrents. Comment Google est-ce qu'il le voit? Pour lui, tout concurrent, c'est juste un manque à gagner. Comme Sylvain le rappelait ce matin, Google, c'est absolument pas une entité philanthropique, quoi. Le bien-être de Monsieur Tout-le-Monde, il en a strictement rien à faire. Lui, c'est une entreprise, il a des comptes à rendre et tout ce qu'il veut, c'est engranger de l'argent. Donc ils vont en engranger le plus possible pour continuer toujours à investir, etc. Donc forcément, quand on vient de chatouiller sur son secteur, il apprécie moyen. Qu'est-ce que va faire Google? Il va tout le temps chercher soit à le supprimer, soit à minimiser son importance. Donc ça peut passer par tout un tas de choses. On aura des exemples tout à l'heure. C'est une des techniques, ça peut être, il peut simplement racheter des entreprises comme on a vu tout à l'heure. C'est toi Hervé qui nous a donné, non c'est pas toi, je sais plus qui nous a donné un exemple soit d'applications, de choses comme ça que Google rachetait pour être tranquille parce que ça lui faisait pas d'ombre, ça pouvait lui servir et lui rapporter, donc pourquoi s'en priver? Dans les concurrents, voilà, ça c'est peut-être, enfin si, pour les plus vieux, ça doit peut-être en parler. AltaVista, Lycos, Yahoo, même si Yahoo tente de revenir de temps en temps, où on voit apparaître des recherches qui viennent de là, mais tous ceux-là ont à un moment donné, on va dire, été les leaders de la recherche sur le web. Beaucoup, les plus vieux, se sont amusés avec AltaVista. C'était relativement, on va dire, facile de jouer avec lui. Seulement, ils ne sont plus là. Un autre concurrent, enfin un autre type de concurrent que Google a moyennement apprécié et qui le dérange un petit peu, c'était tout ce qui était les comparateurs de prix. Il y a quelque chose qui a fait très polémique. Évidemment, Google ne l'a jamais, entre guillemets, avoué, on va dire, directement. Mais en 2010, on a vu pas mal de comparateurs de prix qui se sont vus pénalisés juste avant la sortie de Google Shopping, qui faisait quoi? Qui faisait juste comparer des prix, lui aussi. Pure coïncidence, évidemment, ils nous ont répondu. Donc ça, c'était en 2010, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Google, ça l'enquiquinait, ce genre de choses, ou alors il s'est rendu compte que, possiblement, il pouvait retirer, lui, un bénéfice à faire exactement la même chose. Évidemment, il y a des commissions, etc., qui passent derrière, donc il engrange encore une fois de l'argent. Dans un autre type, on a eu aussi des comparateurs de vol, Google Flight. Même chose. Certains sites spécialisés venaient jouer sur son... Enfin, là c'est l'inverse, c'est Google qui est venu jouer sur leur territoire. Il s'est permis de faire aussi la même chose, d'accord? Donc là, du coup, forcément, l'impact pour tous les comparateurs qui sont dans ces domaines-là, c'est juste énorme, parce que voilà, quand vous faites, je sais pas, rechercher billets d'avion pour Nice, quand directement Google vous propose lui-même son propre moteur de recherche, ça fait toujours autant de moins de visites sur les comparateurs qui peuvent exister, notamment avec l'actualité des derniers temps, là, où ils ont pris aussi une bonne petite amende, nos chers comparateurs. Google n'a pas l'air d'être impacté, lui, alors qu'il ne fait que on va dire, retranscrire les résultats des autres, à voir ce que ça va donner par la suite. Annoncé tout récemment, Google s'amuse maintenant à faire aussi un comparateur de prix des assurances. Donc là, c'est pareil. Hein. Chez les SEO, les crédits, ouais. Et il est en train de lancer plein de trucs qui sont comme ça, donc forcément, les SEO, on n'est pas content, parce que ça, c'était un mot-clé qu'on aimait bien. On l'aime toujours, hein, mais voilà. Donc, bon, il y a un joli petit message comme ça pour l'instant sur la page. Aux États-Unis, ça a beaucoup fait parler.
On va voir ce que ça va donner en France. Je sais pas. Est-ce qu'il va y avoir une entente avec les compagnies d'assurance? Est-ce que bon, ça va être un point. Mais ce qui est sûr, c'est que tous ceux qui se sont amusés à lancer des comparateurs de prix risquent de payer aussi là le prix cher, parce qu'on va se taper une jolie one box de moteur de comparaison et ça va faire une grosse perte de trafic sur tous les sites dédiés qu'on aurait pu monter. On va regarder un petit peu maintenant du côté du consommateur, parce que lui aussi, il peut potentiellement avoir des raisons d'avoir peur. Je sais pas, enfin, nous on a toujours, je pense, on a toujours un petit peu un regard un peu particulier parce qu'on est vraiment dans le web au quotidien, donc on n'est peut-être pas forcément les mieux placés parce qu'on connaît ses atouts, mais aussi ses travers. En revanche, quand vous discutez avec des personnes qui sont totalement étrangers à ce secteur-là, des personnes peuvent vous dire non mais si, de toute façon c'est sûr et certain, c'est vrai, j'ai regardé sur Google, j'avais ça comme réponse. Ok, si tu savais ce que je faisais avec Google, tu dirais peut-être pas forcément ça. Mais pourtant, voilà, pour certains, c'est une source fiable. Donc là aussi, il peut y avoir un risque entre guillemets pour le consommateur qui est pas forcément, on va dire, flagrant pour lui, mais qui est bien réel. Autre chose, c'est vous connaissez, je suppose, le dicton, quoi. Google propose de nombreux services gratuits et quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Donc il aime bien, il nous propose plein de choses, Analytics, tout ça qui est gratuit, il lance plein de choses, Chrome qui est gratuit. On est bien d'accord que de toute façon officiellement ça ne sert strictement à rien, il ne l'exploite pas, etc. C'est quoi en fait l'intérêt de Google? Il veut absolument tout savoir sur nous. Pourquoi? Pour pouvoir mieux nous cibler. Et dans quel but? Nous proposer des choses qui lui rapporteront de l'argent à lui directement. Tout à l'heure on en a parlé, j'ai plus le chiffre ici, mais je crois que il me semble que c'est 87% des revenus de Google qui proviennent de la publicité. Donc en clair, il a intérêt à bien faire son boulot au niveau du ciblage publicitaire. Plus il a d'annonceurs qui sont prêts à payer, plus ils sont prêts à payer cher, plus ça lui rapporte. Donc autant qu'il sache bien, entre guillemets, quelles sont nos attentes pour nous proposer ce qui nous intéresse. Comment? Utilisation de cookies, il y a plein de techniques. Au niveau de la géolocalisation, je ne sais pas si vous avez déjà visité cette page. Ça parle à quelqu'un ou pas là? Levez la main. Quels sont ceux qui ont été surpris en voyant cette URL quand ils ont été dessus la première fois? Vous aviez des choses à cacher? Pour ceux qui ne connaissent pas. En gros, Google, via quelques petits mouchards, s'il y a des choses que vous avez activées intentionnellement ou pas, sur notamment vos smartphones, il est capable de savoir exactement à quelle heure vous étiez à tel endroit ou où vous étiez à tel endroit à quelle heure. Voilà, c'est juste des petites choses. Ça peut. On a des raisons d'en avoir peur. Pourquoi est-ce qu'il veut savoir ça? Est-ce que ça peut pas poser problème pour X raisons à un moment donné? Est-ce que tout à l'heure j'en parlais, est-ce que les résultats de Google ils sont fiables et impartiaux? Parce que, comme on a dit, beaucoup font confiance à ce que propose Google en termes de résultats. Donc la question elle se pose, quoi. Est-ce que c'est vraiment de qualité comme il le dit? Perso, si je suis un petit peu cynique, je pense pas. Celui qui paye le plus a le plus de visibilité. Là je parle des AdWords, d'accord? Donc c'est pas parce que le résultat va être entre guillemets, un résultat va être en premier même dans les AdWords que ce sera forcément le meilleur produit. Il aura juste payé un peu plus que les autres à un moment donné pour être là. Parce que c'est un gage de qualité, pas tout le temps. Les résultats sont manipulables par les petits filous. Pareil, si on passe sur les résultats, on va dire naturels, quand il en reste encore un petit peu, voilà, un site peut être premier sans pour autant avoir le meilleur produit ou avoir le meilleur site ou apporter la meilleure expérience utilisateur. Typiquement, voilà, regardez ce qui se passe pré et post Pingouin, comme a pu par exemple nous le montrer Sylvain. C'est pas les mêmes sites qui restent, donc on se doute bien que ces sites-là sont pas arrivés comme ça, juste avec des avis positifs, on va dire, des utilisateurs. On va pas se leurrer, on est tous dans le milieu du web, on sait qu'on peut largement, on va dire, manipuler les résultats quels qu'ils soient, que ce soit en Google Images ou des choses comme ça. Évidemment, bon, toujours avec des intentions derrière. Seulement, l'internaute, l'utilisateur lambda, lui, s'en rend pas compte derrière.
quelque chose qui est assez rigolo. C'est totalement proscrit, entre guillemets, la vente de liens dans les guidelines de Google. Mais par contre, ça l'empêche apparemment pas de vendre des publicités pour de la vente de liens. Je trouve ça assez rigolo. Bon, je pense que les deux frères vont pas m'en vouloir de montrer leur exemple, mais Google doit bien être au courant de toute manière. Mais voilà, c'est rigolo, quoi. C'est interdit de le faire. Par contre, je veux bien que vous me donniez de l'argent pour en faire de la pub. Ok. Un autre type de résultat qui pourrait, entre guillemets, porter atteinte, on va dire, à l'utilisateur lambda, je ne sais pas si c'est ce genre de requête et de produit que vous cherchez de temps en temps, le Viagra, pareil. Là, si vous connaissez un petit peu, si vous vous amusez à faire un petit peu de veille sur ce genre de thématique-là, vous voulez voir toutes les techniques cracked et borderline qui peuvent exister, ben, allez-y, suivez Viagra, Cialis, les trucs de pharmacie, vous allez vous éclater. La plupart du temps, c'est bizarre, c'est souvent des sites d'universités, de choses comme ça, qui sont premiers sur ces sites gouvernementaux, sur des résultats, des mairies. Je sais pas, ils doivent avoir des services annexes. On va demander à Marie si mairie de Cannes, ils ont ouvert aussi une annexe comme ça, peut-être, non, pas encore. On va dire que j'ai quelques petits problèmes, voilà, je veux pas aller voir mon médecin, je veux pas aller à la pharmacie, bon bah ok, je vais commander pour ce week-end, c'est la Saint-Valentin en plus, je vais faire une petite dose de Viagra, je vais sur internet, je tape Viagra, ok, je regarde les 3 premiers, bah tiens, le 4e il est bien là, il est moins cher que les autres, il me propose pas cher. J'y vais, j'achète, à mon avis je vais pas être déçu. Pour autant, il y a des solutions méconnues, on va dire, du grand public, on en a évoqué quelques-unes aujourd'hui. Utiliser la navigation privée, ça je pense notamment par exemple à essayer de ne pas laisser de traces, pas laisser les moteurs de recherche récolter des datas sur nous, etc. C'est assez limité. Quand on utilise Chrome, on peut vraiment se poser la question de savoir si, qu'est-ce qu'il fait entre guillemets de notre historique, de ce qu'on visite, de ce qu'on fait, etc. Ne pas activer en fait de fonctions ou d'applis collectant des données. Tout à l'heure, on en a parlé avec Philippe. Parfois, vous pensez activer qu'une seule application et en fait, vous ouvrez tout un tas de trucs derrière. Et après, vous avez pas mal de données qui peuvent fuiter, de choses comme ça. Donc, il faut être super vigilant de ce côté-là. Par rapport à notre ami Monsieur Dupont, là, avec sa photo de soirée, il existe, entre guillemets, un droit de protection des données. C'est l'URL que vous devez à la fois visiter et remplir le formulaire qui se trouve là-bas si jamais il y a des résultats qui sont dérangeants sur des requêtes, soit de votre marque, soit votre nom éventuellement, des choses comme ça. Petite précision, du moins, c'est pas parce que vous remplissez cette demande que Google va y répondre favorablement. En plus, le formulaire, il est juste énorme à faire, etc. Google a été obligé de mettre ça, je crois, un peu sous la contrainte parce qu'il y a pas mal d'États qui ont menacé, entre guillemets, Google sur des choses qui ressortaient qui ne devaient pas. Donc Google a mis ça en place, il a été littéralement submergé de demandes, il n'arrive pas à les traiter, il y a un temps qui est énorme, enfin bref, c'est un beau bazar. Le meilleur moyen de toute façon, tiens je suis Monsieur Dupont, comment est-ce que je fais pour protéger mon irréputation sur Internet, à votre avis ? Comment ? C'est radical ça quand même. On va dire que tu ne peux pas changer de nom, tu veux protéger ton irréputation pour le futur. Tu fais quoi ? Comment ? Tu postes pas de photos. D'autres choses ? Ouais. J'ai pas entendu au fond. Moi je suis pas d'accord. Si, on va prendre un exemple, on invente une requête, d'accord ? La requête, elle n'existe pas dans Google. Ça fait comme si vous avez une réputation qui est totalement vierge. Le moindre truc qui va être publié sur cette requête-là va forcément ressortir. Donc c'est une très mauvaise idée en fait de ne rien mettre en ligne sur soi, ne pas utiliser son nom, etc. Il faut, si possible, saturer ou pas le web avec des choses positives sur vous. Ça, c'est vraiment un moyen, par exemple, d'anticiper un problème d'irréputation. Ça évite que si demain, je sais pas, vous vous séparez de votre femme, elle balance une cochonnerie sur le web, directement, ça se retrouve en première page. C'est un exemple, hein, ça va très bien avec ma femme. Mais voilà,
il y a plein de choses et c'est pas forcément. Alors ça va demander forcément un petit peu de temps, mais c'est pas forcément cher ou payant. Des petites astuces, il y a plein de sites de CV en ligne, il y a plein de réseaux sociaux. Vous faites, j'en sais rien, une chaîne YouTube, vous faites un compte Twitter, un profil Instagram, Pinterest, etc. Faites tout ce que vous pouvez. C'est autant de place prise sur le web. Ce sera un petit peu plus dur entre guillemets pour que les mauvais résultats remontent. Je mets des guillemets parce que Google adore proposer des résultats assez divers pour pouvoir satisfaire son internaute. Donc il y a des petits résultats positifs qui sont boostés. Mais au moins vous avez déjà une base de travail. Si demain, j'en sais rien, quelqu'un s'amuse à balancer quelque chose sur un nom, on peut toujours essayer de pousser un petit peu ces profils ou les pages existantes ou les CV qui ont été mis en ligne pour les refaire passer devant. Parenthèse fermée. Il y a des moteurs alternatifs qui existent. Un autre qu'on n'a pas parlé aussi ce matin, j'ai vu l'image, je ne sais plus sur la conf de qui, Sylvain peut-être, non ? Non, c'est pas Sylvain. Ah, c'était toi, regardez. DuckDuckGo, StartPage. StartPage de mémoire, c'est pas un moteur, c'est un métamoteur. Quant. Pourquoi ? Parce que en fait, ces moteurs-là revendiquent, et Sylvain nous a confirmé de l'intérieur qu'il n'y avait pas de récolte de data. Il n'y a pas de récolte de data en fait sur ce que vous faites, d'accord ? Donc eux exploitent pas vos données, contrairement à ce que peut le faire par exemple Google. Donc ça peut être une solution si vous avez envie d'être tranquille sur le web quand vous faites vos recherches. Ces moteurs-là sont, on va dire, moins spammés que Google. Faites un test un jour à la maison, ouvrez ces différents moteurs, faites la même requête et puis regardez un petit peu ce qui vous retourne. Je vous laisserai juger de la qualité des résultats derrière. Ce qu'il ne faut pas oublier, donc, c'est que voilà, tous ces services, ce sont des outils pour notre visibilité et surtout pour nos finances. Donc je vous dis qu'il faut avoir peur de Google, ouais, mais est-ce qu'il faut pour autant se passer de Google ? Moi perso, je ne suis pas prêt à le faire tout de suite. Il y a tellement de bénéfices à en retirer. Quand je dis bénéfices, c'est pas forcément financier, mais il a de très très bons produits pour lesquels j'ai pas forcément envie de passer à autre chose pour le moment, quoi. Et surtout, il a une telle part de visibilité en termes de part de marché, de moteur. Voilà. Par contre, il faut garder à l'esprit que ce sont bien ses outils. Donc on est chez lui et pas l'inverse. Une petite anecdote, là, j'ai récolté un client fin de l'année dernière suite à des soucis sur son site. Il a travaillé pendant, on va dire, 3 ans comme un cochon, à spammer comme un porc le web sur une thématique qui était assez hard. Et ça a bien marché. Il a été premier sur de nombreux mots-clés qui l'intéressaient pendant 1 an et demi. Et donc là, Google, ouais, il était tout beau, tout gentil, c'était top, ça marche bien et tout. Seulement là au mois d'août il a eu un message de pénalité, puis pas de bol, son site il a dégagé, et depuis il me dit ouais mais en fait Google non c'est de la merde, il est chiant, il a le monopole, il fait ce qu'il veut. Je dis non, t'avais pas le même discours quand t'étais premier et que c'était pas les autres, faudra te mettre d'accord à un moment donné quoi. Donc voilà, il faut vraiment se rappeler qu'on est chez lui et que ce qu'on disait ce matin, c'est ce qui est vrai aujourd'hui ne l'est pas forcément demain, donc il faut vraiment faire attention et essayer d'anticiper quand on le peut. Un autre petit exemple, Gmail, je suppose que beaucoup l'utilisent. Oui, non ? Petite anecdote d'un Américain, ou un Anglais, je ne sais plus. Il a négocié en fait un échange de liens fictifs avec un autre site en utilisant Gmail, en disant voilà, écoute, j'ai un site sur la thématique A, je vois que tu en as aussi un sur la thématique A, est-ce que ça t'intéresserait éventuellement de me vendre des petits liens ou un article là ? Bizarrement, 1 semaine et demie après, le site était pénalisé alors que les liens n'avaient même pas encore été posés. Aucune mise à jour d'annoncé, rien du tout. Pur hasard. Pour la petite anecdote, Google a enfin reconnu, je crois que c'est l'année dernière, qu'il scannait le contenu de Gmail pour voir ce qu'il y avait dedans. Puis bizarrement, quand vous regardez la petite ligne de publicité qui est au-dessus de Gmail, elle est plutôt bien, on va dire, thématisée par rapport à vos recherches des derniers temps ou à vos sujets d'intérêt. Voilà. Donc j'avais anticipé sur l'exemple de sites pénalisés simplement pour en avoir parlé. Donc après, est-ce qu'il faut tomber dans la parano ? Est-ce que c'était un cas avéré ? Est-ce que c'était une pure coïncidence ? Je ne sais pas. Google cherche en permanence en fait comment améliorer ses résultats pour le bien de l'internaute. Je vous fais grâce de ce qui est entre parenthèses. Pour ça ou pas.
il s'amusait à sortir des petits filtres, notamment Panda. Officiellement, il est là pour, entre guillemets, pénaliser, on va dire, les sites avec peu de contenu pertinent. Voilà, c'est comme ça qu'il le présente. Je pense que ça l'a bien arrangé, lui, par rapport à tout ce qu'il allait aussi sortir derrière. Je doute pas qu'il y avait aussi peut-être une petite volonté, quand même orientée vers l'utilisateur, mais c'est vraiment pas la source première. De toute façon, il y a tout le temps un intérêt financier chaque fois que Google prend une décision. Ça, faut pas l'oublier. Panda, deux petits mots dessus. Ça peut arriver super vite pour un site, notamment sur des vieux sites où on en récolte régulièrement. Enfin, c'est les e-commerce souvent. C'est le gros problème. Marie en parlait tout à l'heure. Il peut y avoir une multiplicité de pages qui sont créées. Parfois, j'apprends même à un propriétaire de site qu'il a autant de pages sur son site. Lui, on n'était pas absolument pas informé. Il me dit non, moi j'ai 1 millier de pages. Ok, ben là, Google, il en connaît 80 000 chez toi. Ah. Pingouin, lui est plus orienté vraiment sur les liens. On a vu tout à l'heure avec l'analyse de Sylvain que le dernier était très 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 orienté sur les encres. Donc là c'est pareil. Si vous faites... D'ailleurs, qui a un site à titre perso dans la salle? Ok. Sur ces personnes-là, qui a déjà pris un Panda, un Pingouin? On va pas vous huer. Hein. J'en ai pris 15 000 si vous voulez, si ça peut vous rassurer. Ok. Qui n'en sait rien, s'il a eu un problème avec Google ou pas? Ok. Donc voilà, on sait qu'il y a des bordures à pas franchir, des lignes à pas aller au-delà. En gros, voilà à quoi ça peut ressembler un petit peu des exemples de trafic suite à des pénalité. Pingouin, elle était bien avant parce qu'il n'y avait pas de doute, quoi. Quand vous preniez un pingouin, ben, on le prenait bien, quoi. Quand on regardait la courbe de trafic, il n'y avait pas photo. Panda était un petit peu plus, on va dire, fourbe. On avait souvent une baisse lente de trafic. Après, c'était pas vrai pour tous les sites. Pour certains, on constatait vraiment une grande claque. Mais voilà, quoi. Si vous avez un doute, alors, l'article, il est pas à la base, il n'est pas de moi. Je l'ai réadapté. C'est, j'ai perdu son nom. Mademoiselle Solis, qui est espagnole, qui est une grande ESO internationale, qui a fait un petit site justement sur ce sujet-là. Je l'ai contacté, je lui ai demandé l'autorisation. J'ai refait à la française son article en y ajoutant moi des touches perso pour expliquer et comprendre pourquoi est-ce qu'un site a pu perdre du trafic. Donc là, vous avez toute une checklist des choses à vérifier, d'accord, pour éventuellement identifier, on va dire, la raison et surtout apporter les solutions qu'il faut derrière. Donc jetez un petit coup d'œil soit au mien, soit au sien, si vous êtes plus familier avec l'anglais. C'est vraiment intéressant. Tout à l'heure, pour celui qui me disait, ou même pour les autres, peut-être qu'ils n'ont pas utilisé, je suis parti d'un outil qui existait en ligne qui s'appelle Barracuda, si je dis pas de bêtises. Ça, Herlé, non, ça te parle pas? C'est un outil en fait américain. Vous donnez vos accès analytics à cet outil et il se charge entre guillemets d'afficher sur votre profil analytics toutes les dates des mises à jour. Moi, ça m'enquiquine toujours de filer mes accès à des services tiers. Je ne sais pas ce qu'ils en font derrière, donc du coup, j'ai utilisé iMacro pour ceux qui connaissent. C'est totalement gratuit, j'ai tout mis à disposition sur mon article. Vous mettez le truc, vous appuyez sur le bouton, en 2 minutes ça va vous ajouter automatiquement et sans aucun accès toutes les dates des mises à jour sur vos profils analytics à vous. C'est-à-dire que une fois que vous avez lancé le truc, vous rouvrez votre analytics, vous faites ça sur une grande période et vous avez une petite annotation pour chaque mise à jour du filtre, enfin des algos de Google. Donc tous les pandas ils sont répertoriés, les pingouins et même d'autres mises à jour. C'est super utile pour identifier si votre site a eu un problème ou pas. Alors le truc c'est qu'en fait il faut que toi tu sois propriétaire du compte Analytics, donc tu vas dessus comme si tu allais dessus quand tu visites je sais pas quoi. Là c'est iMacro. Alors iMacro pour ceux qui connaissent pas, c'est un petit plugin en fait pour automatiser des tâches. Il n'y a aucune récolte d'infos quoi que ce soit, d'accord, c'est vraiment de la récolte et de l'automatisation de l'automatisation de tâches. En gros là il y a un fichier
qui a été créé et qui lui dit, bah voilà, sur le compte, tu vas aller ajouter à telle date, telle annotation, etc. Donc, tu te connectes, il y a toute la procédure qui est indiquée dedans, c'est super simple, n'importe qui peut le faire. Du moment que tu peux ouvrir ton Analytics, tu cliques sur le bouton et il te le fait. Si pourquoi j'en suis arrivé là ? Je suis consultant SEO, je gère pas mal de mes sites, plus ceux de mes clients, et me farcir à la main d'ajouter les annotations pour tous mes sites, non, bien vrai quoi. Alors que là, en 1 minute 30, 2 minutes grand maximum, il le fait tout automatiquement, c'est très bien. Et franchement, vous gagnez beaucoup de temps pour analyser une éventuelle perte de visibilité. Vous avez au moins un indicateur sur une cause possible à explorer pour trouver la solution. Google peut vous infliger des pénalités manuelles pour liens factices. Qui a eu la chance d'avoir ça ? Oh, je suis assez déçu, il n'y a personne. C'est que vous... Ouais, mais ça fait très peu, on va dire. C'est que vous bossez pas, c'est à mon avis. Pour ceux qui connaissent pas, voilà. C'était toi tout à l'heure, c'est ça ? Tu me demandais à quoi ressemblait le message. Donc des fois, vous avez la joie de vous connecter. Enfin, déjà, on est averti par mail. Et sinon, vous avez la joie... un jour, en ouvrant votre GWT, d'aller dans la rubrique trafic de recherche, action manuelle, et puis vous avez un petit message comme ça, correspondance partielle, des liens factices vers votre site, impact sur les liens. Nous avons détecté un système de liens factices artificiels, trompeurs ou manipulateurs redirigeant vers des pages de votre site, blablabla. Blablabla. En gros, Google a vu que j'avais essayé de le gruger, et une petite claque. Petit aparté... je sais pas, j'ai appris à pas mal de clients qui pouvaient faire ça. Quand vous avez des sites qui sont enregistrés dans GWT, rendez-vous sur la petite roue là, et dans les paramètres, vous pouvez demander à Google de vous avertir automatiquement par mail de tout ce qui se passe en problème sur votre site. C'est super pratique, vous n'avez rien à faire, vous rentrez une fois votre mail. Typiquement, ce genre de message, moi j'ai des clients, je leur demande, vous avez un compte GWT ? Oui. La dernière fois que vous l'avez ouvert, je ne l'ai pas dû le rouvrir, je crois depuis que je l'ai créé. Ok. Donc, des clients découvrent en même temps que moi, entre guillemets, qu'ils ont une pénalité, alors que le simple fait de renseigner son mail, il va vous avertir. Si vous avez une pénalité, si vous avez d'un seul coup beaucoup d'erreurs 500 qui apparaissent sur votre site, s'il y a beaucoup d'erreurs 404, s'il découvre d'un seul coup énormément d'URL, si vous avez fait une refonte et je sais pas, un filtre à facettes, etc. qui est passé, ça fait exploser votre nombre d'indexations, Google vous prévient automatiquement. Donc, faut pas s'en priver quoi. Ça c'est pareil, SEO, à part quelques-uns qui faisaient pas de lien, c'est vraiment une stratégie facile pour ranker. Je vais pas trop en dire là-dessus, mais concrètement, ce qui est visé, c'est vraiment les encres exactes. C'est pour ça que tout à l'heure, je suis intervenu sur la conf de Marie. Google, une fois qu'il vous a pris pour pénalité manuelle, derrière, il faut vraiment montrer patte blanche, il faut vraiment faire un énorme nettoyage. Là, je suis en train de le faire pour un client, il y a 90 000 liens à analyser, quoi. Pour vérifier les encres. Vous allez me dire, ouais, t'as qu'à aller sur Ahref et puis il te les donne directement, ou Majestic, etc. Sauf que je m'en fous totalement de Ahref et de Majestic, parce que à Ahref et Majestic, je peux leur montrer ce que je veux, c'est-à-dire totalement autre chose que la vérité. La seule chose qui est importante, c'est ce que Google voit. Et quand on est un petit peu du côté obscur, on peut s'amuser à montrer totalement autre chose à ce genre d'outils pour notamment tromper les concurrents qui s'amusent à copier ou des choses comme ça. D'accord ? Donc là, le truc, c'est qu'il n'y a que Google qui peut le voir. Donc vous êtes sûr que les liens que vous présente Google, les liens, ils sont bien là. On me posait la question aussi de est-ce que Google vous indique quels sont les liens qui vous pénalisent ? Non. Ils vous disent, vous avez des liens pénalisants, démerdez-vous. Petite solution, on n'a qu'à se dire, ok, je vais être tranquille, je ne fais pas de référencement naturel, mon site ne sera jamais pénalisé. AdWords, je balance mon petit billet tous les jours, tous les mois, ou le gros d'ailleurs, à Google et je serai tranquille. Oui mais non. Au mois de septembre, j'ai une personne qui m'a contacté, qui était tout affolée, etc. et qui m'a dit Raphaël, est-ce que tu fais des prestations SEO urgentes ? Je dis qu'est-ce que tu me racontes ? C'est quoi que tu veux ? Il me dit j'ai un problème, mon site a perdu, j'ai plus de visiteurs qui viennent de Google. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Google a changé les règles d'AdWords. Le 22 août, le prospect là, a reçu un mail de la part de Google
lui annonçant qu'à partir je crois que c'était du 7 septembre, donc entre le 22 août et le 7 septembre, il n'y a pas beaucoup de marge, que dorénavant, il serait totalement interdit de faire de la publicité sur la thématique de son site. C'était du Airsoft. D'accord ? Airsoft, ça parle à quelqu'un ? Voilà, je veux dire. Il n'y a pas, enfin, je veux dire, c'est pas illégal, c'est voilà. Sauf il y a eu beaucoup de choses qui ont été bloquées. Tout ce qui était en fait potentiellement, comment ils ont appelé ça, qui pouvait toucher à l'intégrité des personnes. Donc ça peut comprendre tout et n'importe quoi. Donc mon client était dans le Airsoft, donc le bilan, c'est-à-dire qu'entre le 22 août, il a eu le message. J'ai mieux compris ensuite son appel. Et le 7 septembre, eh ben, son site avait plus de trafic AdWords, sauf que lui, il n'avait jamais voulu investir quoi que ce soit dans du référencement naturel. Site complètement pourri, etc. Au niveau du code, ils s'en foutaient. De toute façon, tout le trafic venait d'AdWords. Donc du moment qu'il payait, le trafic, il était là. Sauf que là, bah voilà, plus d'AdWords, plus de trafic, plus rien. Voilà. Donc ça, c'est le fameux lien que mon client, enfin non, c'est pas mon client, que le prospect a reçu par mail, lui expliquant. Donc, alors ça doit être noté d'ailleurs, je crois. Alors, ouais, enfin bref, même les activités de loisirs. Donc on voit bien, alors faire de la pub pour du pistolet, des choses comme des pistolets, ok, on peut comprendre, carabine, fusil de chasse, armes de collection en état de fonctionnement, paintball, airsoft, pistolet à billes, tout ça. Tout ça, c'est tout passé dedans. Lunettes de visée, celui-là, je l'ai pas encadré, mais j'aurais pu, je sais pas, il y a des pêcheurs dans la salle ou pas? Non? Vous avez pas vu passer ceux qui font un petit peu de veille sur Twitter, pêcheurs.com? Ils ont vu toute leur campagne AdWords supprimée parce qu'en fait, ils commercialisent sur leur site des lunettes de visée. Google a dit stop, terminé. Donc je sais pas où c'en est, j'ai pas suivi depuis, j'ai vu l'annonce quand... Ouais, on peut. Le seul problème, c'est que tout le monde n'a pas ses contacts. Comme là, mon client, qui était un petit client, entre guillemets, qui n'investit pas des milliers, des millions d'euros. Ouais, on peut faire une demande, sauf que quand c'est comme ça, tu as des choses que tu pourras faire passer, tu en as d'autres qui passeront pas. Bah, on va voir de toute façon ce qui va advenir, mais vu le budget que pêcheur.com balançait, je pense qu'il y aura une solution qui sera trouvée, il n'y a pas de souci. Mais bon. Voilà. Alors, Google, il vous adore. Il vous offre même la Searchbox. Est-ce que certains ont des sites qui ont la chance d'avoir la magnifique Searchbox, pardon, Seb? Ok. Vous les avez configurés correctement? Bon, me fais pas comme ça, Harley. Certains ne savent pas du tout ce que c'est ou pas? Tout le monde? Ben, ça dépend. Google a décrété du jour au lendemain que pour certains sites que lui avait sélectionnés, il allait proposer ça, parce que c'est super pertinent pour l'internaute, d'accord? Là, j'ai tapé, j'en vois pas la requête, mais j'ai simplement tapé MMA dans Google. Donc forcément, Google, qu'est-ce qu'il fait? Il me ressort le site de MMA. Et parmi les liens, il me propose la petite box de recherche, et puis je me suis dit, ok, je suis chez MMA, j'ai besoin d'assurer ma nouvelle voiture de luxe. On va taper assurance auto ou quelque chose comme ça directement dans la Searchbox. Seulement, Google, il vous adore tellement qu'en fait, pour vous soulager d'un petit peu de travail, il va orienter directement vos clients vers vos concurrents. Comme ça, vous êtes tranquille, vous avez plus de temps libre, etc. Pourquoi je dis ça? Après avoir renseigné la Searchbox, voilà la page qu'il me propose. D'accord? C'est pas moi qui ai tapé la requête là-bas, hein. C'est lui qui le fait automatiquement. Donc, en gros, c'est pas mal parce qu'il nous dit, ok, propose-moi tous les résultats de assurance auto sur le site MMA. Donc on voit bien que j'ai que des résultats naturels du site de MMA qui me sont proposés. Il y a un truc qui vous choque? Ah ouais, la pub, vous aimez pas la pub? Voilà, vous faites ça, mais en même temps, Google, il est pas con. Il vous propose de l'AdWords sur tous vos concurrents. Donc, j'ai fait un petit article la semaine dernière là-dessus. Il y en a 2-3 qui m'ont dit ouais, mais tu comprends, enfin c'est dérisoire comme trafic. Il n'y en a pas beaucoup qui utilisent la Searchbox, etc. Certes, mais moi ça me ferait chier, même s'il y a 1% des clients, enfin des clients potentiels de mon client qui se barrent ailleurs, quoi. C'est tellement galère à acquérir du client. Si en plus vous leur donnez entre guillemets la clé pour aller voir ailleurs, voilà, il n'y a pas d'intérêt. Surtout que
Là, ce qui est assez paradoxal, c'est que c'est Google qui vous a imposé le truc, il a demandé l'avis à personne, il l'a balancé, ça a beaucoup couiné auprès de certains grands, et du coup, il a mis une solution qui est assez radicale, c'est-à-dire que les sites qui ne souhaitent pas voir cette search box peuvent faire rajouter cette petite méthode dans le head du site. En gros, vous dites à Google, j'en veux pas de ça. C'est radical. Est-ce que c'est bien? Oui, non, ça dépend de votre stratégie. Le truc qui est bien, c'est qu'en fait, si vous avez un moteur de recherche interne, ce qui est en principe souvent le cas sur des gros sites, mais même pas forcément, vous montez un WordPress, vous avez un moteur de recherche interne dessus, quoi. Si vous le configurez correctement, je vous ai donné le lien parce qu'on n'avait pas le temps de tout voir ici. Le petit problème de tout à l'heure, il est résolu, c'est-à-dire que quand l'internaute va taper assurance auto, il sera cette fois-ci automatiquement redirigé sur le site de MMA avec les résultats qui correspondent. Donc du coup là, l'internaute va directement bien chez mon client MMA, enfin mon client, c'est pas mon client, mais va bien chez MMA directement et il n'y a pas de potentiel de fuite entre guillemets chez les concurrents. Et en plus, il tombe sur une page qui va lui proposer, en principe, si votre moteur est bien fait, que des résultats pertinents par rapport à sa requête. Pour les MFAistes et MFTistes, cachez-vous et soyez prudents. Pourquoi je dis ça? Google, il aime pas trop l'affiliation, ni la publicité. Alors, le discours officiel de Google, c'est qu'il a strictement rien contre l'affiliation du moment que vous apportez de la valeur ajoutée à votre contenu et qu'il y a un réel intérêt pour l'internaute sur votre site. Si c'est avoir un lien d'affiliation pour avoir un lien d'affiliation, ça va un petit peu coincer aux yeux de Google. Il y a eu une mise à jour aussi par rapport à la publicité qui était... j'ai perdu le nom. Bref, elle va me revenir. En gros, Google pénalisait tous les sites qui ne présentaient pas un contenu intéressant pour l'internaute au-dessus de la ligne de flottaison. Typiquement, ce qu'on s'amusait bien à faire quand on avait des MFA pour augmenter le taux de clic, vous faisiez votre site, vous regardez un petit peu les dimensions les plus fréquentes, on va dire, d'écran, les résolutions pour voir ce qui s'affichait chez l'internaute, et puis vous casiez toutes vos pubs directement au-dessus, d'accord? Comme ça, l'internaute, il voyait quoi en premier? Directement vos pubs. Ça augmentait énormément le taux de clic sur vos pubs, c'était cool. Là, Google a dit stop, donc là, c'est pareil. Google est très tatillon, voire très con, sur le règlement AdSense. Petit exemple perso, j'avais fait un article humoristique sur... c'était quoi je me rappelle même plus de mes articles. Le SEO, c'est le Kama Sutra de Google ou un truc comme ça. Donc c'était que des anecdotes, on va dire rigolotes, des comparaisons, etc. Il n'y avait aucune image particulièrement choquante, etc. J'ai eu le malheur en fait d'afficher une pub AdSense sur la même page que la page où il y avait écrit Kama Sutra. 24 heures après, j'avais un mail dans ma console en me disant « Cher monsieur Doucet, dans 48 heures, votre compte va être supprimé. » Ah, ouais, ok. J'ai eu la chance d'avoir un contact chez AdSense, et pour savoir le pourquoi du comment, il m'a dit « Vire ça, et puis ça devrait bien se passer, quoi. » Et voilà. Ce qu'il faut savoir, je ne sais pas si beaucoup vivent d'AdSense ou des choses comme ça, le jour où Google vous ferme votre site, il ne vous verse pas l'argent qui est en attente de crédit. Vous pouvez avoir 10 euros, 10 millions, il n'en a rien à foutre. Il ferme le site, il ferme le site. Vous toucherez que dalle derrière. Ce qu'il faut faire, c'est profiter de Google sans en être dépendant. Alors, travailler ses référeurs. Donc les référeurs, c'est quoi? C'est tous les sites qui peuvent potentiellement vous envoyer des visites, alors via de l'échange de liens, plein de choses. C'est assez important. L'emailing, qu'il ne faut pas négliger, ça fonctionne encore très très bien, d'accord? Que ce soit pour de la visite et même pour de la conversion, ça convertit très très bien, à condition d'avoir une base mail ciblée entre guillemets. Si vous avez les budgets nécessaires, la pub TV, pareil. La pub offline, ça aussi, ça peut vous paraître bête, hein, ces deux genres de choses, parce que c'est totalement déconnecté du SEO, et pourtant ça impacte le SEO. Quand on a la chance d'avoir une pub TV qui passe, le signal renvoyé par Google, pas parce que Google a vu la pub à la télé, mais par rapport au nombre de personnes qui vont rechercher monsupersite.fr et qui vont se rendre dessus, qui vont regarder, etc. Ça renvoie un bon signal à Google. Pareil pour les pubs offline. Après,
C'est à adapter en fonction d'un petit peu tout. Les réseaux sociaux qu'il ne faut pas négliger. Il y a des thématiques où ça marche super bien. Il y a des communautés. Faut pas s'en passer, quoi. Moi, c'est ce que je dis à mes clients. Il faut aller chercher le client là où il est, quoi. C'est pas parce que j'en sais rien, vous aimez pas Twitter que bah non, vous faites pas de pub sur Twitter. Si vous avez un gros potentiel de clients là-bas, faut pas s'en priver, quoi. En fait, il y a une solution pour dormir tranquille, une parmi tant d'autres. C'est ça va faire la transition. En gros, faut avoir un petit peu 33% de son trafic qui est géré comment ? Alors, que je dise pas de bêtises, le bleu, donc c'est tout ce qui est les sites référents, donc c'est tous les visiteurs qui vont arriver par des liens qu'ils ont suivis sur divers sites, etc., des annuaires ou qualitatifs ou pas, enfin bref. Trafic direct, et ça c'est la part de moteur de recherche. Pourquoi faire ça ? Parce que typiquement, je vois encore des clients qui, moi, arrivent, leur business model est uniquement à 95% fondé sur Google. Et pas AdWords, hein, résultat naturel. Donc je les mets toujours en garde. Je dis, mais si demain, pour X raison, Google prend en grippe ton site, tu fais quoi ? Il me dit, je sais pas, on verra. Ouais. Moi perso, là je parle du SEO, mais c'est valable pour tout, quoi. Je veux dire, vous êtes un commerçant. Est-ce que vous allez acheter tout le temps tous vos stocks de produits chez le même fournisseur ? Jour au lendemain, si le fournisseur se casse la gueule, s'il décide d'augmenter de 200% ses prix, vous êtes coincé, quoi. Voilà. Donc il faut vraiment se diversifier, etc. Donc autant de raisons pour potentiellement avoir peur selon dans quel état vous êtes, si vous êtes utilisateur, consommateur ou les concurrents. Si vous avez des questions, je vous écoute. Oui. Ouais, contrairement à ce que certains pensent, j'ai beau être, on va dire, parano, mes sites de niche, il y a Analytics dessus, il y a GWT. Par contre, je me fais chier, je crée un compte à chaque fois. Bon, j'essaye de faire un minimum, mais c'est pas pour ça qu'ils sont plus pénalisés que d'autres. Typiquement, GWT, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment pas. Il y a plein d'infos que tu peux pas avoir ailleurs, quoi. Les messages d'alerte, moi, j'aime bien que Google me dise, je t'ai flingué ton site, ok, je vais remonter un autre derrière, quoi. Pas vrai. Pour l'instant, je te dirais que non. S'il avait voulu me flinguer tous mes réseaux, ce serait fait. Pour l'instant, c'est pas arrivé. Je dis pas que ça risque rien, hein, je dis que ça m'est pas arrivé. Le moins de traces tu laisses possible, le mieux c'est, mais on laisse tous des empreintes à droite et à gauche. Donc puis il faut se poser aussi la question de est-ce que ça vaut vraiment le coup d'essayer de te masquer au maximum. Si tu passes, j'en sais rien, 3 jours à essayer de tout cacher, etc., pour que ça te rapporte 10 centimes à la fin du mois. Voilà. Ah oui, pardon. MFA, Made for AdSense, MFT, Made for Thune. Tout simplement. Site fait pour faire de l'argent ou de la thune. Plus de questions ? Ouais. Oui. Oui. Si, parce que de toute façon, le comparateur de Google, tu regardes, les liens qu'il te propose, c'est des liens vers d'autres sites. Donc ça rajoute une étape supplémentaire. Le problème, c'est qu'il faut se poser la question de qu'est-ce que Google va décider de faire un jour ou l'autre. Peut-être qu'après, il va t'imposer de payer pour apparaître dans ses résultats de comparateur à lui. Voilà ce qu'il a fait pour Shopping. Et le truc, c'est qu'en fait, chaque fois qu'il te rajoute des options ou des étapes supplémentaires, j'ai anticipé, donc supplémentaires, il augmente d'autant son exposition, enfin l'exposition de ses pubs qu'il propose aux internautes. Donc pour lui, c'est tout bénef, quoi. Si tu veux, plus les gens restent sur Google, plus il a de chances de générer du trafic derrière. Typiquement, les requêtes que tu t'es amusé tout à l'heure à faire, poser une question, quand c'est affiché directement dans Google,
vous allez plus visiter le site, quoi. Il y a eu des niches qui étaient faites comme ça sur les dates d'anniversaire des célébrités. Il y en a plein qui se sont fait des milliers et des milliers d'euros comme ça. Quand Google directement il te balance quel est l'âge d'Herlé directement dans Google, bah tu vas pas voir le site en dessous qui a la réponse, quoi. Google il te la donne directement. Donc tout ça c'est perdu. On peut se poser la question de est-ce qu'il faut implémenter schema.org ou pas? Est-ce qu'il faut donner à Google toutes les réponses là-bas? Hein? Non mais mais moi je suis des deux côtés à chaque fois, quoi. Le but c'est d'exploiter au maximum. Moi je me suis beaucoup amusé, c'est sur Google Plus quand il a proposé ça. J'ai fait le port avec Google Plus, mais terrible, quoi. Tous mes sites avaient des super photos de nanettes en authorship à côté. Ça a explosé les taux de conversion. Truc tout con. Moi aussi je peux le dire, je crois que ça marche plus. Il faudrait que j'en vérifie, mais vous avez déjà vu quand vous cherchez une recette sur Google, qu'est-ce qu'il vous propose en termes de résultats? Marmiton, ouais, mais les résultats sont présentés comment? Ouais, alors, soit on a des vignettes des images de la recette, soit potentiellement des vidéos. Et puis même moi j'avais fait le gros port, j'ai monté un site de voyage et j'ai utilisé en fait la structure des datas pour les recettes, mais sur des photos de voyage. Et donc en fait les gens quand ils recherchaient des voyages, j'étais le seul couillon au milieu de la page à avoir une jolie photo d'une belle plage déserte, etc. Le taux de clic il a explosé, mais terrible, quoi. Donc voilà, enfin, moi aussi j'utilise tout ce que Google me donne. Après tu sais que tu peux te faire... faut l'utiliser, mais chaque fois que tu l'utilises, tu donnes un petit peu de toi et potentiellement ça peut te retomber dessus derrière. Un autre truc à la mode, je ne sais pas si vous avez vu passer, c'est par rapport à des définitions, je crois. Google propose maintenant directement, un petit peu comme le Knowledge Graph sur une définition, il a carrément inclus au milieu de sa SERP un extrait d'un site. Non, oui, mais justement là c'est... Mais, ouais, en fait c'est une technique de spam. C'est-à-dire que le mec il a spammé comme un porc, il a copié-collé partout le contenu de son site. Et du coup, Google, à force de le rencontrer, il a dit ok, ça doit être la définition du truc. Et il l'a balancé directement dans les résultats de recherche comme ça. Et donc du coup, ça fait que le mec, en plein milieu des résultats, il y a un grand rectangle avec la définition et un lien direct vers son site. Voilà. Il y a les sites de traduction aussi, la traduction directe. Ouais. Sur. Donc il y a plein d'opportunités, mais voilà, comme tu dis, ouais. Tout ce qui est schéma, moi je recommande tout à mes clients, hein, de taguer tout ce qui est possible de taguer à condition que ça ait un intérêt pour lui. Il faut en profiter pour le moment d'avoir un avantage sur la concurrence. Après, c'est pas exclu que demain Google, du coup, il ait plus besoin que l'internaute n'ait plus besoin de visiter ton site pour avoir ce qu'il recherche, quoi. J'exagère un petit peu, mais sur certaines thématiques, c'est ça. Tu demandes la taille de Sarkozy, une fois que tu l'as dans Google, tu vas pas aller visiter 15 autres sites pour être sûr que si Google te le dit, c'est vrai, il fait bien 1m65 et que sa femme, c'est bien Carla Bruni. Voilà, quoi. D'autres questions? Oui. Bonne question, parce que je l'utilise pas. Mais ouais, possible. Ils récoltent pas de données sur l'utilisateur? D'accord. Bon à savoir. Il y avait une autre question? Ouais, en fait, si tu es un petit peu parano, Google peut faire le rapprochement que, j'en sais rien, les 50 sites que tu as, un sur la lingerie, l'autre sur les niches pour chiens, le machin sur les couches adultes, Google se dit ok, ça c'est Raphaël Doucet, il a fait le con, hop, je dégage tout. Tu gères comment tes Google Webmaster Tools avec tes clients? Tu fais quand même, t'es obligé d'être admin, tu as des comptes? Non, les clients me donnent un accès à admin et il n'y a jamais eu... J'ai jamais eu de pépin. Non, non plus, je fais que du propre. Non, mais. Ouais, non, mais il y a un moment, c'est la parano. Est-ce que ça vaut le coup? Mais là, c'est pareil, on ne fait que supposer. Est-ce qu'il l'utilise vraiment? On tombe sur l'auto-rank. Mais voilà, c'est pareil, à prouver, à vérifier.
J'ai répondu à ta question, en fait? Oui, c'est bon. Ok. Ouais, je veux la réplique exacte de la vidéo. Je sais pas ce qui te retient, la trouille peut-être. Il en manque, hein. Allez, la trouille peut-être, ça doit être ça. Allez, je te l'accorde. C'est un deuxième? Ouais. Ah, avec quelqu'un d'autre. Une autre question? Définition de MFT. Ah, je n'ai pas entendu qui. Ouais, mais je crois que ça venait du fond, mais j'ai pas. Merci à tous et bonne fin de journée.